Je me suis assis d'un bond sur ma couchette lorsque l'alarme a retenti dans la caserne. Le bruit m'a instantanément tiré de mon sommeil et mes oreilles ont résonné du chaos soudain. 30 soldats se précipitaient dans l'obscurité. Ma montre indiquait 3h17 du matin. Les chiffres verts brillaient dans l'obscurité totale de notre logement. Cela ne s'était jamais produit, pas une seule fois, en 2 ans que j'avais servi dans cet avant-poste oublié de Dieu, au milieu du désert glacé du Groenland. Oui, nous faisions des exercices, mais toujours pendant la journée, quand le froid ne vous tue pas en quelques minutes. Les alertes générales, au milieu de la nuit, n'avaient tout simplement pas lieu ici. La voix du capitaine Mitchell retentit dans les haut-parleurs de la communication interne fixés au plafond, couvrant le bruit des gens qui cherchaient d'emmener leur équipement dans l'obscurité. Tout le personnel, en tenue d'hiver complète, doit se présenter dans la rue dans 5 minutes. Ce n'est pas un exercice d'alerte. Le ton de sa voix me noua l'estomac. Mitchell n'était pas du genre à paniquer, mais ses mots saccadés dégageaient une acuité que je n'avais jamais entendue auparavant. Autour de moi, les soldats enfilaient de leurs sous-vêtements thermiques et leurs lourdes vestes avec une telle précipitation qu'il était clair que tous les autres avaient également compris. J'ai sorti mon équipement du casier à côté de ma couchette, mes doigts effectuant automatiquement la procédure familière pour s'habiller dans des conditions arctiques. D'abord les sous-vêtements thermiques, puis les chaussettes en laine épaisse, puis les pantalons isolants et la lourde veste d'hiver. Normalement, tout ce processus prenait 10 minutes, si on faisait tout comme il fallait. Mais là, on était tous pressés, sachant que ce qui avait provoqué cette alerte n'allait pas attendre. Pour compléter le tableau, la température extérieure était de moins 40 degrés. Comme chaque soir, j'avais vérifié les prévisions météo avant de me coucher. À une telle température, la peau non protégée gèlerait en quelques minutes, et même en tenue complète, un séjour prolongé à l'extérieur pouvait être mortel. Le fait que Mitchell nous ait ordonné de sortir au milieu de la nuit signifiait que quelque chose de très grave s'était produit. Je me suis joint au flot de soldats qui sortaient bien des portes de la caserne, leurs lourdes bottes crissant sur la grille métallique. Le froid m'a frappé comme un coup physique. Même à travers toutes les couches de vêtements que je venais d'enfiler, mon souffle formait d'épais nuages blancs qui se figeaient dans l'air immobile avant de disparaître dans l'obscurité. En regardant les visages éclairés par les lumières extérieures du complexe, je voyais la même confusion et la même tension dans l'expression de chacun. Ce n'étaient pas de nouvelles recrues qui auraient pu paniquer face à cette alerte soudaine. La plupart d'entre nous servions ici depuis au moins 1 an, et nous savions tous que cela n'était pas conforme au protocole. Daniel Ramsey se tenait à environ 3 mètres bien à ma gauche, et même dans la pénombre, je pouvais voir ses mains trembler tandis qu'il essayait de boutonner sa veste. Ce type était toujours sur les nerfs, mais aujourd'hui, il avait l'air vraiment effrayé. Il respirait par petites bouffées rapides et regardait constamment derrière lui, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse des ombres entre les bâtiments. Kyle Jensen murmurait quelque chose avec insistance aux soldats à côté de lui, mais je ne pouvais pas distinguer les mots à cause du bruit des bottes sur le sol gelé et du brouhaha général des voix désorientées. Quoi qu'il ait demandé, l'autre gars se contentait de secouer la tête en réponse. Personne n'avait de réponse. Le capitaine Mitchell attendait au centre de la cour, silhouette imposante dans son équipement d'hiver réglementaire. Son attitude était tendue, plus officielle que d'habitude, et quelque chose dans sa posture le rendait encore plus impressionnant. Cet homme inspirait le respect en temps normal, mais aujourd'hui, il dégageait une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « En rang, immédiatement !» aboya-t-il, et sa voix résonna facilement dans la cour, dans l'air froid et raréfié. Nous avons pris automatiquement nos places habituelles dans les rangs, la mémoire musculaire prenant le dessus,
là où la confusion aurait pu nous ralentir. 37 soldats se sont alignés en rang serré, tous au garde-à-vous, même si aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de ce que nous faisions là. Le froid commençait déjà à pénétrer mes bottes et je sentais la peau de mes joues se contracter sous l'effet de l'humidité glaciale. J'ai servi sous les ordres du capitaine Mitchell pendant les 2 années de mon service ici. Pendant cette période, je l'ai vu gérer des pannes d'équipement, des urgences médicales, des pénuries de fournitures et des coupures de communication avec le même professionnalisme imperturbable. Il faisait partie de ces officiers qui ne perdent jamais leur sang-froid, n'élèvent jamais la voix si la situation ne l'exige pas et ne convoquent jamais de rassemblements inutiles qui exposent leurs hommes à des risques. C'était autre chose. Son attitude, la précision de ses mouvements, même la ligne de sa mâchoire sous son équipement d'hiver réglementaire. Tout dans son comportement indiquait que la situation était loin d'être routinière. Ses yeux bougeaient constamment, examinant notre formation avec une attention aux détails qui dépassait sa minutie habituelle. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était la façon dont il regardait constamment vers le haut. Il ne jetait pas simplement des coups d'œil, mais regardait de manière ciblée et concentrée le ciel étoilé qui s'étendait à l'infini au-dessus de notre base isolée. Sans poser de questions, j'ai suivi l'ordre de Mitchell et j'ai levé la tête pour observer le ciel arctique. Au-dessus de nous, les étoiles scintillaient comme d'innombrables petits points lumineux, plus brillants que tout ce que l'on pouvait voir depuis les zones habitées de notre pays. L'absence de pollution lumineuse si loin au nord signifiait que tout l'espace s'étendait au-dessus de nos têtes dans des détails cristallins, et la Voie lactée traçait un chemin lumineux à travers l'obscurité. Mais quelque chose n'allait pas. Mitchell leva la main et désigna une partie du ciel juste au-dessus du centre de notre formation. « Regardez là-bas, dites-moi ce que vous voyez. » Je fixai la zone qu'il m'indiquait, plissant les yeux à cause de l'air froid qui me faisait pleurer. Au début, je vis exactement ce à quoi je m'attendais. Encore plus d'étoiles dispersées dans la toile noire de la nuit. Puis, ma vue s'est adaptée et j'ai remarqué un vide. Une immense zone où les étoiles auraient dû être visibles, mais elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas cachées par des nuages, ni par des perturbations atmosphériques. Il n'y avait tout simplement rien. Le vide avait une forme ovale grossière et s'étendait dans le ciel sur une largeur inimaginable. J'ai essayé d'en suivre les contours, mais ils se confondaient avec le champ stellaire environnant, ce qui rendait difficile de déterminer où cette présence se terminait et où commençait l'espace ouvert. Quoi qu'il y ait au-dessus de nous, c'était d'une taille inconcevable, masquant des constellations entières. Un faible bourdonnement s'éleva au-dessus de nous, à peine audible au début, mais devenant de plus en plus distinct à mesure que je me concentrais dessus. Le son était régulier et profond. Il traversait la terre gelée, sous mes chaussures, et remontait le long de mon corps. Mes dents se mirent à me faire mal à cause des vibrations, et je dus serrer les mâchoires pour les empêcher de claquer. Cette fois, ce n'était pas à cause du froid, mais à cause de la force qui produisait ce son. « Que personne ne bouge », dit Mitchell d'une voix qui inspirait une autorité absolue, rendant toute remise en question impossible. « Personne ne parle sans mon ordre direct, pas d'armes, pas de mouvement brusque, et quoi que vous fassiez, ne le quittez pas des yeux. » Le bourdonnement devint un peu plus fort, et je remarquai autre chose qui me coupa le souffle. L'objet tournait, lentement, presque imperceptiblement, mais il bougeait bel et bien. Les zones d'étoiles masquées changeaient de position à mesure que la forme massive tournait au-dessus de nous, dévoilant et dissimulant différentes parties du ciel dans une danse progressive qui prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique ou d'un phénomène atmosphérique. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur pénible. Mes pieds
commençait à s'engourdir dans mes bottes, et je sentais l'humidité de ma respiration gelée sur la peau exposée autour de ma bouche et de mon nez. Le froid était cruel, mais la chose qui planait au-dessus de nous retenait toute mon attention. Toutes les quelques secondes, j'apercevais ce qui pouvait être des détails de la surface, des taches de plus sombres, sur fond de vide, obscurcies par les étoiles, des différences à peine perceptibles dans la façon dont elle absorbait la lumière. À ma gauche, la respiration de Daniel devenait de plus en plus saccadée, de courtes inspirations brusques qui formaient d'épais nuages blancs autour de son visage. Le garçon luttait contre la panique et perdait. Tout son corps tremblait, et pas seulement à cause du froid. Je voulais dire quelque chose pour le rassurer, mais les ordres de Mitchell étaient martes clairs. Le silence était de rigueur. Kyle se tenait à environ 5 mètres, à ma droite, et même sans le regarder directement, je voyais qu'il passait d'un pied à l'autre par de minuscules mouvements qui passaient probablement inaperçus pour tous ceux qui n'y prêtaient pas attention. Son énergie nerveuse augmentait, tout comme la peur de Daniel, mais elle se manifestait différemment. Si Daniel restait figé sur place, Kyle semblait prêt à bondir. Le bourdonnement s'intensifia et je compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple bruit. Ce qui générait ce son affectait tout mon corps. J'avais l'impression que mes os vibraient à l'unisson avec lui, et cette sensation me donnait envie de me boucher les oreilles ou de m'éloigner. Mais la présence de Mitchell me retenait sur place, comme tous les autres soldats, alignés sous cette chose impossible. 20 minutes s'écoulèrent. D'après ma montre, même si j'avais l'impression que des heures s'étaient écoulées. 20 minutes à rester au garde-à-vous par une température de moins 40 degrés, tandis que quelque chose de la taille d'une petite ville planait silencieusement au-dessus de nous. Mon visage était complètement engourdi et je perdais la sensibilité de mes doigts, même dans mes gants chauds. Le froid devenait dangereux, mais aucun d'entre nous ne bougeait. La tension psychologique était pire que l'inconfort physique. Rester immobile, à regarder quelque chose qui n'aurait pas dû exister, poussait tous mes instincts à agir. Des réactions de combat ou fuite traversaient constamment mon esprit, mais elles étaient réprimées par mon entraînement militaire et la présence imperturbable du commandant Mitchell. La tension atteignait des sommets insupportables. Les sanglots étouffés de Daniel parvenaient à mes oreilles, à peine audibles à travers le bourdonnement constant, mais bien réel. Les sons faibles et étouffés d'un homme qui avait atteint ses limites. Sa respiration était saccadée, et, même à plusieurs mètres de distance, je voyais ses épaules trembler, et pas seulement à cause du froid. L'entité continuait sa lente rotation, dévoilant de nouvelles parties de sa face inférieure à mesure qu'elle se déplaçait. J'essayais d'évaluer sa taille, mais l'échelle était trop grande pour que je puisse la saisir. Des kilomètres dans chaque direction, masquant une partie importante du ciel nocturne. Aucune création humaine ne pouvait être d'une telle taille, et aucun élément naturel ne devait rester immobile au-dessus d'une base militaire au milieu du Groenland. Les autres soldats ont également commencé à montrer des signes de tension, des mouvements à peine perceptibles, de légers changements dans leur posture, le genre de remue-ménage qui se produit lorsque les gens sont poussés à bout. Mais nous avons tous gardé notre calme, maintenu notre position, gardé le silence, parce que c'était l'ordre du capitaine Mitchell, et parce qu'aucun d'entre nous ne savait quoi faire d'autre face à quelque chose qui dépassait complètement notre compréhension. Le bourdonnement pulsait légèrement, devenant plus profond pendant quelques secondes, avant de revenir à son intensité initiale. Ce changement a envoyé une vague de vibrations à travers le sol, que j'ai ressenti à travers les semelles de mes bottes. Quelle que soit la technologie qui maintenait cet objet massif dans les airs, elle dépassait toutes les capacités humaines.
Les sanglots de Daniel sont devenus plus audibles et j'ai vu sa crise s'accélérer. Malgré ses efforts pour conserver son attitude militaire, le garçon était au bord du gouffre et les fils se rompaient rapidement. Mais les jambes semblaient être des blocs de béton à force de rester immobiles depuis si longtemps. Le froid avait pénétré toutes les couches de mon équipement, s'installant dans mes os avec une douleur profonde qui ne pouvait être soulagée que par des heures passées près d'un radiateur. Mais l'inconfort physique passait au second plan par rapport au spectacle de Daniel qui s'effondrait lentement. Le pauvre se trouvait à environ 6 mètres à ma gauche, et même dans la faible lumière des lampadaires extérieurs du complexe, je pouvais voir les larmes gelées en cristaux de glace sur ses joues. Au cours des 10 dernières minutes, la créature au-dessus de nous s'était à nouveau déplacée, dévoilant de nouvelles parties de sa face inférieure, poursuivant sa lente et délibérée rotation. Le bourdonnement n'avait pas changé d'intensité, mais quelque chose dans sa constance me mettait les nerfs à vif, comme si j'écoutais une fraise dentaire qui ne s'arrêtait jamais. Le son pénétrait mon crâne jusqu'à ce que j'en oublie ce qu'était le silence. Kyle continuait à se dandiner d'un pied sur l'autre avec ses petits mouvements qui trompaient probablement Mitchell, lui faisant croire qu'il gardait une posture correcte. Mais je voyais l'énergie nerveuse monter en lui, ses épaules se crispaient. Quoi que ce soit qui le retenait en place, cela luttait contre chaque instinct qui lui disait de s'enfuir. Le capitaine Mitchell n'avait pas bougé d'un pouce depuis qu'il nous avait ordonné de rester en position et de garder le silence. Son autorité était la seule chose qui maintenait cette formation, et même elle commençait à se fissurer sur les bords. La crise silencieuse de Daniel devenait impossible à ignorer, et je voyais les autres soldats jeter des regards dans sa direction, au lieu de garder les yeux rivés sur la forme massive au-dessus de nous. Le bourdonnement avait changé. Au lieu du son régulier et continu que nous avions enduré pendant la dernière demi-heure, le bruit se mit à pulser en profondes vagues vibrantes qui frappaient dans toutes les 10 secondes, comme une horloge, chacune suffisamment forte pour faire trembler le sol sous nos bottes. La première pulsation m'a prise au dépourvu, envoyant des vibrations dans mes jambes et ma poitrine. La deuxième a fait trembler les fenêtres du bâtiment voisin de la caserne. Daniel a crié. Le son s'est échappé de sa gorge comme si quelque chose se déchirait, humide, désespéré et totalement incontrôlable. Il a trébuché en arrière, brisant la formation lorsque ses jambes se sont dérobées sous lui. Des larmes coulaient de sur son visage, gelant avant même d'avoir atteint son menton, et sa respiration se transforma en sanglots hyperventilés qui formaient d'épais nuages de blanc autour de sa tête. « Non, non, non !» répétait-il, ses mots à peine audibles à travers ses sanglots. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rester ici. Ça va tous nous tuer. » Je me suis déplacé sans réfléchir. Ma mémoire musculaire acquise au fil d'innombrables entraînements s'est mise en marche lorsque j'ai vu mon camarade en difficulté. Les 3 autres gars ont réagi de la même manière et nous nous sommes rassemblés autour de Daniel au moment même où il tentait de se précipiter vers la caserne. Je l'ai attrapé par le bras gauche tandis qu'un autre le saisissait par le droit et que 2 autres soldats se sont interposés pour lui barrer le chemin. « Tenez-le bien !» a sifflé Mitchell, sa voix empreinte d'une autorité qui transcendait la panique. « Faites-le taire, ne le laissez pas perturber l'ordre. » Mais Daniel était déjà au-delà de toute raison. Il se débattait entre nos mains. Son équipement d'hiver le rendait glissant et difficile à retenir. Le garçon était fort quand la peur s'emparait de lui, et il fallait les efforts de nous 4 pour l'empêcher de s'enfuir. Ses sanglots se transformèrent en une panique silencieuse, le genre de son que les gens émettent lorsque leur esprit est incapable de traiter ce qu'ils vivent. « Lâchez-moi !» haleta-t-il entre 2 sanglots. « S'il vous plaît, lâchez-moi. Je dois m'éloigner de lui. Je dois m'enfuir. »
Une autre pulsation nous frappa, plus forte que les précédentes. La vibration traversa le sol gelé et nos corps, nous faisant mal aux dents et nous donnant l'impression que nos côtes étaient romées, comprimées. Les bâtiments autour de la cour gémirent sous sa force, le métal et le bois grinçant en signe de protestation. La lutte de Daniel s'intensifia après la pulsation, comme si la vibration l'avait poussé encore plus loin vers la rupture totale. « Il sait que nous sommes ici », murmura-t-il, la voix brisée. « Il nous regarde, il pense à nous. » Les pulsations se poursuivaient, régulières et incessantes. Toutes les 10 secondes, une nouvelle vague de vibrations secouait toute la base et rendait impossible toute concentration. Je sentais ma prise sur le bras de Daniel faiblir, car les secousses constantes m'empêchaient donc de maintenir une pression constante. Les autres soldats avaient le même problème, et à chaque pulsation, le gars était de plus en plus près de s'échapper. Les yeux de Mitchell ne quittaient même pas une seconde l'entité au-dessus de nous, mais je voyais la tension dans sa mâchoire alors qu'il essayait de garder le contrôle d'une situation qui dépassait les capacités de quiconque. 37 soldats se tenaient en formation, tandis qu'une chose de la taille d'une ville planait au-dessus de leur tête, et l'un d'entre eux était en train de faire une crise de nerfs qui menaçait de rompre le fragile équilibre qui maintenait les autres en vie. Daniel fit un bond vers la droite, manquant de s'échapper des mains du soldat qui le tenait par le bras. Sa respiration s'était transformée en courtes inspirations paniquées, qui ne fournissaient mal pas suffisamment d'oxygène à ses poumons. Le garçon était sur le point de perdre connaissance, voire pire, si nous ne parvenions pas à le calmer. Mais chaque tentative pour le rassurer semblait ne faire qu'intensifier sa panique. « Je ne peux pas respirer », haletait-il. « C'est dans ma tête, c'est un bruit dans ma tête et je ne peux pas l'arrêter. » Une autre pulsation. Celle-ci était suffisamment forte pour faire vibrer les équipements non fixés dans les bâtiments autour de nous, et j'ai entendu quelque chose de métallique tomber bruyamment sur le sol, à l'intérieur de l'atelier de réparation. Les genoux de Daniel fléchirent, mais nous le maintenîmes debout. 4 hommes adultes luttaient pour retenir un soldat effrayé qui avait atteint ses limites. C'est alors qu'il se dégagea. Daniel retira sa main droite de celle du soldat qui la tenait et se retourna vers la gauche, l'inertie le faisant sortir de notre emprise. Il trébucha, mais réussit à rester debout, s'éloignant de nous, les bras tendus devant lui, comme si nous étions une menace dont il devait se protéger. « Reculez !» cria-t-il, la voix rauque à cause des pleurs et de la panique. « Restez tous à distance. » Sa main droite se posa sur son pistolet, ses doigts essayant de détacher la sangle de sécurité avec des mouvements maladroits à cause du froid et de la peur. Les autres restèrent figés, réalisant soudain qu'ils avaient affaire à un soldat armé qui avait perdu toute raison. Mitchell tourna brusquement la tête vers Daniel. Pour la première fois depuis l'apparition de l'entité, son visage reflétant son inquiétude face à ce nouveau développement. « Soldats, bas les pattes !» aboya Mitchell. « Rangez immédiatement votre arme. » Mais Daniel n'entendait plus les ordres. Son arme glissa hors de son étui avec un bruit métallique qui sembla insupportablement fort dans l'air froid, et il la leva à 2 mains vers la silhouette massive qui nous surplombait. Ses mains tremblaient tellement que je n'étais pas sûr qu'il puisse viser, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'il s'apprêtait à faire quelque chose qui pouvait tous nous tuer. « Je ne le laisserai pas m'emmener », dit Daniel, sa voix redevenue calme pour la première fois depuis le début de la crise. « Je ne le laisserai pas prendre possession de moi. » Il tira 3 coups de feu en succession rapide, les flashs éclairant son visage et l'espace immédiat autour de lui. Le bruit des coups de feu se répercuta sur les bâtiments entourant la cour, les détonations stridentes transperçant le bourdonnement constant au-dessus de nos têtes. Je regardais les traceurs disparaître dans l'obscurité,
au-dessus de ma tête. 3 petits points lumineux absorbés par quelque chose de trop grand pour être compris. À l'instant où les balles quittèrent pour son arme, tout changea. Le bourdonnement doux qui nous avait accompagnés pendant les 30 dernières minutes a explosé en un rugissement qui m'a donné l'impression que mon crâne se fendait en deux. Le son m'a frappé comme une force physique, me renversant, et la douleur m'a transpercé la tête et le dos. J'ai couvert mes oreilles avec mes mains, mais cela n'a servi à rien. Le bruit était dans mes os, vibrant dans tout mon corps, jusqu'à ce que je ne sache plus où finissait le son et où commençait mon propre système nerveux. La terre a commencé à trembler violemment, non pas par les pulsations rythmiques que nous avions connues, mais par des secousses continues qui rendaient impossible toute station debout. Je suis resté à genoux, observant les fissures apparaître dans le béton sous mes pieds, tandis que toute la structure de la base gémissait sous des forces pour lesquelles elle n'avait jamais été conçue. Les bâtiments se balançaient et j'entendais les vitres des fenêtres se briser dans toute la cour. Daniel se tenait toujours à l'endroit où il avait tiré, mais quelque chose n'allait pas. Ses pieds ne touchaient plus le sol, tout son corps s'élevait lentement dans les airs, soulevé par une force invisible qui défiait tout ce que je savais de la physique. Ses bras et ses jambes étaient écartés, et son visage reflétait la confusion et l'horreur lorsqu'il comprit ce qui lui arrivait. « Aidez-moi » cria-t-il, sa voix à peine audible à travers le rugissement tonitruant au-dessus de lui. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. » J'ai essayé de me lever, j'ai essayé de l'atteindre, mais le sol tremblait trop pour que je puisse rester debout. Daniel continuait à monter. Son corps se trouvait maintenant à 6 mètres au-dessus de nous et continuait à s'élever. La façon dont il bougeait n'était pas naturelle. Ses bras et ses jambes se pliaient à des angles qui semblaient douloureux, comme si des mains invisibles contrôlèrent ses membres, le tirant vers le haut. Puis j'ai vu Kyle. Un autre soldat se détachait également du sol. Ses bottes quittaient le béton, bien qu'il n'ait pas tiré avec son arme et n'ait pas rompu les rangs. Le visage de Kyle exprimait un choc total lorsqu'il nous regarda, la bouche ouverte dans un cri muet qui se perdit dans le bruit assourdissant. Son ascension était plus lente que celle de Daniel, mais tout aussi irrésistible, son corps s'élevant dans les airs vers une forme immense qui masquait les étoiles. Les 2 soldats se trouvaient déjà à une 15aine de mètres au-dessus de nous, leurs silhouettes devenant de plus en plus petites, disparaissant dans l'obscurité, hors de portée des lumières de notre complexe. Les cris de Daniel cessèrent, soit parce qu'il avait perdu connaissance, soit parce que la distance et le bruit les rendaient impossibles à entendre. Kyle était toujours conscient, ses mains tendues vers nous d'une manière si désespérée que cela en était déchirant. Je me mis à ramper vers la caserne à 4 pattes, le visage collé au béton tremblant, tandis que le rugissement au-dessus de nous devenait encore plus fort. Les vibrations étaient si fortes que je sentais mes organes internes bouger, et du sang coulait de mon nez, car la pression avait déchiré quelque chose à l'intérieur de mes décinus. Derrière moi, d'autres soldats tentaient également de se mettre à l'abri, rampant ou trébuchant vers le bâtiment le plus proche, car ils étaient complètement incapables de rester debout. La formation s'est effondrée dans le chaos, chacun se concentrant sur sa simple survie plutôt que sur le protocole militaire. Mitchell était toujours debout. D'une manière ou d'une autre, ses jambes étaient écartées pour garder l'équilibre, tandis qu'il regardait les silhouettes de Daniel et Kyle s'éloigner. C'est alors que la lumière frappa. Un flash blanc aveuglant jaillit de l'entité au-dessus de nous, plus brillant que tout ce que j'avais jamais vu. La lumière était si intense qu'elle transforma instantanément la nuit en jour, mais un jour si douloureux à regarder. Je fermai les yeux et plaquai mon visage contre le sol, mais la lumière pénétrait à travers mes paupières, closes comme si elles n'existaient pas.
La chaleur accompagna la lumière, une vague soudaine d'énergie thermique qui rendit l'air autour de moi aussi chaud que si je me tenais à côté d'un haut fourneau. Ma peau exposée a immédiatement commencé à brûler et j'ai senti l'odeur des matières synthétiques de mon équipement d'hiver en train de fondre. Le froid qui nous avait tourmentés pendant la dernière demi-heure a fait place à une chaleur brûlante qui promettait de nous rôtir vivants en quelques minutes. J'ai continué à ramper vers la caserne, mais aveuglé et désorienté, guidé uniquement par ma mémoire de la disposition de la cour et par le besoin désespéré de trouver un abri contre ce qui se passait au-dessus de nos têtes. Le béton sous mes mains devenait suffisamment chaud pour me faire mal, et j'entendais les cris des autres soldats qui se trouvaient à découvert, sans protection contre la lumière intense. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le bruit des bâtiments de la base qui s'effondraient autour de nous, leurs structures ne pouvant résister à des forces qu'aucune ingénierie humaine n'avait jamais imaginées. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur, un antiseptique mélangé à quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier, peut-être du tissu brûlé ou du plastique fondu. J'ai lentement ouvert les yeux, luttant contre la lumière vive des lampes fluorescentes au-dessus de ma tête. Tout semblait anormal. Le lit était trop mou, la pièce trop chaude, et mon corps donnait l'impression d'être passé au hachoir. J'ai essayé de m'asseoir et je l'ai immédiatement regretté. Une douleur si vive m'a transpercé le torse et le bras gauche que j'ai poussé un cri. Ma peau semblait tendue et brûlée, comme si j'étais resté trop longtemps au soleil, mais c'était différent, plus profond, plus grave. « Attention », dit une voix féminine venant de quelque part à ma droite. « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. » Je tournai la tête, lentement cette fois, et vis une femme en blouse blanche debout près de mon lit. Elle avait les cheveux châtains attachés en chignon et les yeux verts dit derrière des lunettes rectangulaires. Elle avait l'air professionnelle, mais bienveillante. Sur le badge accroché à sa blouse, on pouvait lire « Dr. S. Collins ». Où suis-je? Ma voix était rauque, comme si je ne l'avais pas utilisée depuis plusieurs jours. Au centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne, répondit-elle en approchant une chaise de mon lit. Vous avez été inconscient pendant 3 semaines. Je suis le Dr. Collins, votre médecin traitant. 3 semaines. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. 3 semaines depuis cette nuit au Groenland. Depuis l'apparition de la créature. Depuis que Daniel et Kayla ont été entraînés dans cette chose en hurlant. Le Dr. Collins vérifiait quelque chose sur sa tablette, mais je voyais qu'elle observait attentivement ma réaction. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? J'ai essayé de rassembler les fragments, la construction dans la cour, l'énorme silhouette qui cachait les étoiles, Daniel qui tirait avec son arme, la lumière qui a tout brûlé, et puis, plus rien. Il y a eu une explosion, ai-je dit prudemment. Les mots semblaient de faux dans ma bouche, mais quelque chose me disait d'être prudent dans ce que je partageais. C'est exactement ce qui est indiqué dans les rapports, répondit le Dr. Collins d'un ton neutre. Une défaillance catastrophique de l'équipement de votre base. Les équipes de secours vous ont trouvé à la périphérie de la zone de l'explosion. Une panne de matériel. Exactement. Je regardai mon corps pour la première fois et compris pourquoi j'avais si mal partout. Mes deux bras et ma poitrine étaient enveloppés de bandages blancs, à travers lesquels transparaissaient des taches rouges à plusieurs endroits. Mon bras gauche était plâtré, du poignet jusqu'à un peu en dessous de l'épaule. « C'est grave ?» ai-je demandé. Le Dr. Collins a posé sa tablette et m'a regardé dans les yeux. Vous avez des brûlures au 2e et 3e degré sur environ 30% de votre corps. Votre bras gauche a été fracturé à 2 endroits, au niveau du radius et du cubitus.
Nous avons stabilisé les 2 fractures, mais vous aurez besoin d'une longue rééducation. Les brûlures guériront bien, compte tenu de leur gravité. » J'ai hoché la tête, essayant d'assimiler l'information. Des brûlures causées par la lumière blanche intense qui émanait de l'entité. Mais selon elle, il s'agissait simplement d'une explosion. « Et les autres ?» ai-je demandé. « Mon unité. » Son expression est devenue plus sérieuse. 23 membres de votre unité n'ont pas survécu à l'incident, y compris votre commandant, le capitaine Mitchell. Mitchell, mort. L'homme qui nous a maintenus en ordre sous cette chose, qui a maintenu la discipline même face à l'impossible, il est des morts. Au total, 14 personnes ont survécu, a poursuivi le docteur Collins. La plupart ont subi des blessures similaires aux vôtres. Vous êtes en fait parmi les moins touchés. Les moins touchés? J'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblaient les autres si mon état était considéré comme léger. 2 de mes hommes, ai-je dit en pensant à Daniel et Kyle qui s'élevaient dans l'obscurité. Daniel Ramsey et Kyle Jensen, ils ont disparu. Le docteur Collins a dit que leurs corps n'avaient pas été retrouvés sur le site de l'explosion. Ils sont portés disparus, présumés morts. Disparus? Pas morts. Disparus, parce qu'ils n'ont pas été tués par l'explosion. Ils ont été emmenés, aspirés dans cette chose massive qui planait au-dessus de notre base. Le docteur Collins a de nouveau étudié mon visage et j'ai compris que je devais faire attention à mes réactions. Quelle que soit l'histoire qu'il racontait à propos d'une panne de matériel, c'était la version officielle et quelque chose me disait que la contredire serait une erreur. Toute la base a été détruite, a-t-elle poursuivi. Les images satellites montrent un cratère à l'endroit où se trouvaient autrefois les bâtiments principaux. Les communications ont été complètement coupées pendant l'incident. Il a donc fallu 3 jours aux équipes de secours pour arriver sur place. Un cratère. Bien sûr, il y avait un cratère. Cette chose avait libéré suffisamment d'énergie pour faire fondre les bâtiments et brûler vifs les occupants. Mais d'une manière ou d'une autre, cela s'expliquait par un problème d'équipement. Au cours des jours suivants, alors que je reprenais lentement des forces, j'en apprenais davantage sur ma situation. Le personnel médical me traitait bien, mais il y avait quelque chose d'étrange dans le niveau de sécurité autour de mon cas. Les infirmières allaient et venaient selon un horaire strict, et j'ai remarqué qu'elles évitaient le contact visuel et les conversations fortuites. Lorsque je posais des questions sur mon traitement ou sur ce qui allait de m'arriver, elles m'envoyaient voir le docteur Collins. Les interrogatoires ont commencé le 5e jour de mon éveil. Le premier était un colonel dont je n'ai pas entendu le nom. En grande tenue et muni d'un dictaphone numérique, il s'est assis près de mon lit et m'a demandé de lui raconter en détail les événements de cette nuit-là. Je me souviens que l'alarme s'est déclenchée, lui ai-je dit. Le capitaine Mitchell nous a ordonné de nous mettre en formation dans la rue. Puis il y a eu une sorte d'explosion. Que pouvez-vous nous dire sur les moments qui ont précédé l'explosion ? Demanda-t-il. Nous étions en formation. Il faisait froid. Puis tout était devenu blanc. Et je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à mon réveil ici. Il prenait des notes sur sa tablette, hochant la tête au rythme de mes réponses. Mais ses questions semblaient répétées, comme s'il cochait une liste plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Lorsque j'ai mentionné Daniel et Kyle, il a noté leurs noms, mais n'a pas demandé plus de détails sur leur disparition. Le deuxième interrogatoire a eu lieu 2 jours plus tard, mené par un autre officier, un major des services de renseignement. Ces questions étaient plus pointues, plus axées sur des détails spécifiques qui lui semblaient étrangement importants. « Avez-vous observé des conditions atmosphériques inhabituelles cette nuit-là » m'a-t-elle demandé. « Le temps était clair, répondis-je. Il faisait froid, mais le ciel était dégagé. »
Y a-t-il eu des dysfonctionnements de l'équipement avant l'incident? Pas que je sache. Est-ce que quelqu'un du personnel a eu un comportement inhabituel ou fait des déclarations qui pourraient indiquer qu'il prévoyait une panne de l'équipement? Cette question m'a fait réfléchir, sachant d'avance que personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Non, ai-je répondu. Tout le monde semblait surpris par cette mobilisation d'urgence. Elle a beaucoup pris de notes dans son carnet, mais, comme le colonel, elle semblait plus intéressée par la confirmation de ce qu'elle savait déjà que par la découverte de nouvelles informations. La 3e réunion était dirigée par une personne qui ne s'est pas présentée et n'a fourni aucune pièce d'identité. Elle était en civil et parlait avec une autorité qui suggérait qu'elle était d'un rang supérieur à toutes les personnes à qui j'avais parlé auparavant. Ces questions étaient les plus inquiétantes. Selon vous, sergent Anderson, quelle est la cause de l'explosion? Je ne sais pas, ai-je répondu. Je suppose qu'il s'agit d'une défaillance technique. Avez-vous discuté de l'incident avec d'autres survivants? Non, je n'ai vu aucun d'entre eux. Très bien. Pour des raisons de sécurité, nous gardons les témoignages des survivants séparés pendant la durée de l'enquête. Vous comprenez? Je comprenais qu'il veillait à ce qu'aucun d'entre nous ne puisse comparer nos récits ou contredire la version officielle des événements. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir à propos de cette nuit-là, selon vous? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la curiosité ou de l'inquiétude quant à la prévention d'accidents futurs. C'était un test. Il vérifiait si j'allais m'en tenir à l'histoire approuvée ou si j'allais dire quelque chose qui nécessiterait une correction. Non, ai-je répondu. Je vous ai dit tout ce dont je me souviens. Il a fermé son bloc-notes et s'est levé. Très bien. Votre coopération est très appréciée, sergent. Cet incident est classé secret au plus haut niveau. Je suis sûr que vous comprenez. Il est strictement interdit de discuter des détails de l'opération avec des personnes non autorisées. Après son départ, je restais allongé sur mon lit d'hôpital, les yeux fixés au plafond. Les brûlures, sur ma poitrine, me faisaient souffrir à chaque battement de cœur, et ma main cassée me lançait constamment, même sous l'effet des analgésiques. Mais la douleur physique n'était rien, comparée à la prise de conscience grandissante de ce qui se passait. Ils avaient tout caché. L'entité, les enlèvements, la technologie impossible qui avait détruit notre base. Rien de tout cela ne serait jamais révélé, au grand jour. 23 soldats étaient morts, 2 avaient disparu, et 14 étaient alités à l'hôpital avec des dossiers médicaux classés secrets. Et tout cela était attribué à une défaillance technique. Le docteur Collins est venu me voir ce soir-là pendant sa tournée. Elle a consulté mon dossier et ajusté mon traitement, conservant l'attitude professionnelle dont elle avait fait preuve depuis le premier jour de mon réveil. « Comment vous sentez-vous » m'a-t-elle demandé. « Mieux » ai-je répondu. « La douleur est supportable. » Elle a hoché la tête et a pris note. « Vos brûlures guérissent plus vite que prévu. Votre main aura besoin de plus de temps, mais vous devriez retrouver toutes ses fonctions avec une kinésithérapie adaptée. »« Docteur Collins, » ai-je dit prudemment, « les autres survivants, est-ce qu'ils se remettent aussi ?» Elle interrompit ses notes et me regarda droit dans les yeux. « La plupart progressent en fonction de leurs blessures. J'aimerais les voir, leur parler de ce qui s'est passé. »« Je crains que ce ne soit impossible, » dit-elle, et quelque chose dans son ton me fit comprendre que cette décision ne venait pas d'elle. Les patients doivent donc rester isolés pendant la durée de l'enquête. L'enquête, bien sûr, l'enquête sur le problème technique qui a créé un énorme cratère et laissé 14 personnes gravement brûlées. « Pourrais-je reprendre mon travail ?» demandai-je. Le docteur Collins a fermé mon dossier et l'a glissé sous son bras.
Cela dépendra de votre rétablissement et de la décision de la commission médicale. En attendant, concentrez-vous sur votre guérison. » Après son départ, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Une note sur mon bracelet médical qui n'était pas là hier. Un petit autocollant rouge avec une série de chiffres et de lettres qui ne me disaient rien. Mais le fait qu'il soit apparu du jour au lendemain sans explication m'en disait long sur l'attention particulière portée à mon cas. J'avais été témoin de quelque chose qu'il devait m'être caché, et tant qu'il n'aurait pas décidé quoi faire de moi, je resterais dans ce lit d'hôpital, isolé des autres survivants, donnant des réponses soigneusement calibrées à des questions préparées à l'avance. La version officielle était celle d'une défaillance technique, d'un tragique accident, d'opérations de sauvetage héroïques. 23 courageux soldats morts dans l'exercice de leurs fonctions, leurs familles recevant des drapeaux pliés et des honneurs militaires. Mais je connaissais la vérité. J'avais vu cette forme massive qui cachait les étoiles. Je sentais les vibrations de ces moteurs impossibles. J'avais vu Daniela et Kyle être entraînés dans l'obscurité, vivants et hurlants. Et maintenant, je faisais partie du secret, que je le veuille ou non. Ma sortie était prévue pour le mardi suivant. 3 semaines d'examens médicaux, de séances de physiothérapie et de convalescence étroitement surveillées m'ont permis d'atteindre un état dans lequel le Dr Collins a jugé possible de me renvoyer dans le monde. Mes brûlures ont guéri mieux que prévu, laissant sur ma poitrine et mes bras des zones de peau décolorées qui resteront à jamais un souvenir de cette nuit-là. Le plâtre de ma main gauche a été remplacé par une attelle amovible et, même si l'amplitude de mes mouvements était encore limitée, les fractures se sont bien ressoudées. Les interrogatoires ont cessé après cette 3e entrevue avec le fonctionnaire anonyme. Plus personne ne m'a posé de questions sur la défaillance de l'équipement ou sur mes souvenirs de l'incident. Le personnel médical me traitait comme n'importe quel autre patient se remettant de blessures graves, et les mesures de sécurité inhabituelles mises en place pendant la première semaine ont été discrètement levées. Je commençais déjà à penser que le pire était derrière moi. Tout a changé jeudi après-midi. Je faisais mes exercices de physiothérapie, en tournant lentement mon épaule gauche pour retrouver ma force, lorsque la porte de ma chambre s'est ouverte sans le coup habituel. Un homme est entré et a fermé la porte derrière lui avec un léger clic qui, pour une raison quelconque, m'a semblé définitif. Il portait un costume noir coûteux qui semblait avoir été taillé sur mesure pour lui. Le tissu était si sombre qu'il semblait absorber la lumière, et chaque pli était parfaitement net, malgré ce qui devait être une longue journée de voyage. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, foncés avec des mèches argentées sur les tempes, et ses yeux bleu pâle examinèrent méthodiquement la pièce avant de s'arrêter sur moi. « Sergent Anderson », dit-il d'une voix qui dégageait une précision mesurée qui me donna la chair de poule. « Je suis Richard Black. » Il ne m'a pas tendu la main et n'a présenté aucune pièce d'identité supplémentaire, se contentant de se tenir debout près de mon lit, les mains croisées derrière le dos, et de m'observer comme si j'étais un spécimen intéressant sous un microscope. Je représente le comité gouvernemental de surveillance qui s'occupe d'incidents délicats, tels que celui que vous avez vécu au Groenland, a-t-il poursuivi. Puis-je m'asseoir? Ce n'était pas vraiment une question. Il avait déjà rapproché la chaise des visiteurs de mon lit, la plaçant de manière à pouvoir parler à voix basse sans être entendu. Richard Black s'assit sur la chaise avec précaution, ajusta une fois sa veste, puis concentra toute son attention sur moi. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Mieux » répondis-je prudemment. « Sont prêts à rentrer chez vous ?»« Parfait. Se remettre d'événements traumatisants peut être difficile. » Richard se pencha légèrement en avant, ses yeux pâles immobiles. « C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, pour discuter de votre rétablissement et de votre avenir.
Quelque chose dans son ton me donna la bouche sèche. Ce n'était pas un contrôle de santé ou une visite de routine de l'administration militaire. C'était tout autre chose. L'incident survenu dans votre base est vraiment regrettable, poursuivit Richard. Les pannes d'équipement de cette ampleur sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, elles créent des situations complexes qui nécessitent une gestion minutieuse. Une panne de matériel? Il s'en tenait à la version officielle, mais la façon dont il l'avait dit montrait clairement qu'il savait exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Des incidents comme celui-ci ont des implications en matière de sécurité nationale qui vont bien au-delà des victimes directes, a déclaré Richard. La technologie qui était testée dans votre installation, l'équipement expérimental qui a connu une défaillance catastrophique, fait partie de recherches classifiées que nos adversaires jugeraient extrêmement précieuses. J'ai acquiescé, jouant le jeu, tout en devenant de plus en plus nerveux. Du matériel expérimental, telle était leur explication de l'entité qui planait au-dessus de notre base. C'est pourquoi les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là doivent me rester absolument secrets, a poursuivi Richard. Pas pendant des semaines ou des mois, mais pour toujours, jusqu'à la fin de votre vie. La façon dont il a souligné ces derniers mots m'a glacé le sang. Je comprends l'impact psychologique de survivre à un événement aussi traumatisant, a déclaré Richard, d'une voix parfaitement calme et posée. L'esprit humain veut surmonter le traumatisme en discutant, en partageant le fardeau avec les autres. C'est une réaction naturelle de guérison. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe jaune qu'il posa sur la petite table, à côté de mon lit. Cependant, dans ce cas précis, cette réaction naturelle créerait des risques inacceptables pour la sécurité nationale. Discuter de l'incident avec qui que ce soit, membres de la famille, amis, professionnels de santé, journalistes, chercheurs, aurait des conséquences immédiates et irréversibles, poursuivit Richard. Richard ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs photos qu'il disposa sur la table, de manière à ce que je puisse les voir clairement. Il s'agissait de clichés en noir et blanc, d'hommes en uniforme militaire, le visage sérieux et professionnel, des photos d'identité comme celles que l'on prend pour les dossiers personnels. Ces personnes ont été impliquées dans des incidents similaires, classés secrets au cours des 2 dernières décennies, expliqua Richard, son ton restant conversationnel malgré la nature inquiétante de ce qu'il me montrait. Chacune d'entre elles a signé des accords de confidentialité identiques à celui que vous signerez avant votre départ. Il a ajouté autre chose aux photos. Des coupures de journaux avec des titres qui m'ont glacé le sang. Un ancien soldat retrouvé mort, suicide présumé. Le corps d'un vétéran disparu, retrouvé dans une région isolée. Un accident de voiture coûte la vie à un militaire décoré. Malheureusement, certaines personnes ont trouvé le fardeau du secret trop lourd à porter, a déclaré Richard. Elles ont essayé de partager leur expérience avec des personnes non autorisées, des membres de leur famille, des thérapeutes, dans un cas, avec un journaliste. Mes mains tremblaient mais le maintenant, mais j'essayais de garder une expression neutre. Richard l'a tout de même remarqué. Ses yeux pâles ont suivi le tremblement de mes doigts. Les conséquences ont été immédiates et irréversibles, a-t-il poursuivi. La sécurité nationale ne peut être compromise par des besoins psychologiques individuels. Peu importe à quel point ces besoins peuvent être compréhensibles. Richard rassembla les photos et les coupures de journaux et les remit dans l'enveloppe, mais il laissa un objet sur la table. Une carte de visite sans nom ni fonction, juste un numéro de téléphone imprimé en caractères noirs simples. « C'est pour vous », dit Richard en montrant la carte. « Si jamais vous êtes tenté de parler de cet incident, appelez d'abord ce numéro. Quelqu'un vous aidera à gérer ses sentiments sans violer le secret. » Il se leva, lissant sa veste avec des gestes précis, presque mécaniques.
Je voudrais clarifier quelque chose, sergent Anderson, dit Richard, sa voix baissant presque jusqu'au murmure. Le monde n'est pas prêt pour certaines vérités. La diffusion à grande échelle des informations sur ce qui s'est passé dans votre base provoquera une panique à l'échelle mondiale. La civilisation telle que nous la connaissons sombrera dans le chaos en quelques semaines. Je fixai la carte de visite posée sur la table, mon esprit passant en revue les conséquences de tout ce qu'il venait de me dire. Le bien supérieur exige parfois des sacrifices individuels, poursuivit Richard. Votre silence protège non seulement la sécurité nationale, mais aussi la stabilité psychologique de milliards de personnes qui ne sont pas prêtes à affronter la réalité telle qu'elle est. Richard s'approcha de la porte et s'arrêta, la main sur la poignée. Profitez de votre rétablissement, sergent Anderson. Vivez votre vie, fondez une famille si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas que votre existence future dépend de votre prudence. La porte se referma derrière lui avec le même clic discret, me laissant seul avec la carte de visite et la certitude absolue que ma vie ne m'appartiendrait plus jamais. Je pris la carte et lus le numéro, le mémorisant, même si je n'avais pas l'intention d'appeler. Richard Black et son comité de surveillance me surveilleraient éternellement, attendant que je commette une erreur qui justifierait ma disparition définitive. Le prix de ma survie était simple, un silence total et éternel sur la nuit qui avait changé tout ce que je pensais savoir du monde. Les documents de démobilisation étaient entre mes mains. 6 mois d'examens médicaux, de physiothérapie et de tests psychologiques minutieusement suivis avaient été conduits à ce moment. Mon renvoi officiel de l'armée des États-Unis avec un ensemble complet d'avantages militaires et un taux d'invalidité de 60%. Les brûlures avaient cicatrisé, laissant des zones de peau qui ne correspondraient jamais tout à fait au reste de mon corps, et ma main gauche bougeait avec une légère raideur que la physiothérapie n'avait pas réussi à éliminer complètement. Le major Harrison, l'officier chargé de mon démobilisation, examinait chaque document avec la même attention qu'il accordait à chaque vétéran qui passait par son bureau cette semaine-là. Le rapport médical, l'aide au logement, les documents relatifs à la pension d'invalidité, les formulaires pour obtenir des avantages sociaux, tout était tamponné et signé en 3 exemplaires. « Félicitations, sergent Anderson », dit-il en me tendant la dernière pile de papier. « Vous avez servi votre pays avec distinction, et ces avantages vous aideront dans votre transition vers la vie civile. » Servi avec distinction. Cette phrase sonnait creux, étant donné que mon dossier personnel était désormais classé secret à un niveau tel que personne ne pouvait discuter des circonstances de mes blessures. Selon mon dossier officiel, j'avais été blessé à la suite d'un accident lors d'un exercice utilisant du matériel expérimental. Clair, simple et complètement mensonger. Le trajet en bus pour retourner à Denver a duré 18 heures. Nous avons traversé des cols de montagne et des petites villes qui étaient exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Au cours des 2 années que j'ai passées en service dans l'Arctique, rien n'avait changé. Les mêmes stations-service, les mêmes fast-foods, les mêmes de panneaux publicitaires, des entreprises locales. Le monde continuait à vivre exactement comme avant, alors que j'avais vécu quelque chose qui avait bouleversé toutes mes conceptions de la réalité. Mes parents m'ont accueilli à la gare routière Greyhound, dans le centre-ville. Ils avaient tous deux l'air plus âgés que dans mes souvenirs. Les cheveux de mon père étaient devenus complètement gris, et ma mère marchait avec la démarche prudente d'une personne souffrant d'arthrite. Ils m'ont pris dans leurs bras, conscients de mes blessures, et m'ont posé les questions que j'avais redoutées pendant tout le trajet en bus. « Comment te sens-tu, mon chéri ?» m'a demandé ma mère alors que nous marchions vers leur voiture. « Le médecin a dit que tu te remettais bien, mais nous étions tellement inquiets. »« Ça va mieux chaque jour, » ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai.
Ma guérison physique était en avance sur le calendrier. Les dommages psychologiques étaient une toute autre affaire. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda mon père en démarrant le moteur. L'armée n'a pas été très précise dans ses lettres. Ils ont juste dit qu'il y avait eu un accident avec un équipement quelconque. Un accident pendant les exercices, une défaillance d'un équipement expérimental. Je répétais la version officielle des faits, observant le visage de mon père dans le rétroviseur, tandis qu'il acquiesçait à mes explications. Il avait servi au Vietnam et comprenait que certaines choses ne pouvaient être discutées, même avec sa famille. Mais je voyais dans ses yeux des questions, une inquiétude qui dépassait ce que justifiait mon histoire officielle. Le retour dans ma chambre d'enfant me semblait étrange. Les posters de l'époque du lycée étaient toujours accrochés au mur, et sur mon ancien bureau se trouvaient les mêmes manuels éparpillés que j'avais laissés là avant de partir à l'armée. Tout était exactement comme je l'avais laissé, préservé comme la pièce d'un musée d'un homme qui n'existait plus. La première crise de panique s'est produite le 3e jour de mon séjour à la maison. Ma mère m'a proposé d'aller faire les courses ensemble, et j'ai accepté sans penser aux conséquences. Le samedi après-midi, le supermarché était bondé de familles qui achetaient de quoi faire des barbecues pour le week-end et les anniversaires. Les enfants couraient entre les rayons, pendant que leurs parents comparaient les prix et rayaient des articles de leur liste de courses. La foule nous pressait de tous côtés. Trop de gens se déplaçaient trop vite, créant un chaos de mouvements et de bruit qui rendait impossible toute concentration. J'avais la poitrine oppressée et j'avais du mal à respirer, car une partie primitive de mon cerveau percevait le magasin bondé comme une menace nécessitant une fuite immédiate. Le pire était le mouvement constant des avions au-dessus de ma tête. L'aéroport international de Denver générait un flux constant de vols commerciaux tout au long de la journée, et chaque bruit de moteur me faisait sursauter et regarder le plafond, comme si quelque chose pouvait s'effondrer à tout moment. La partie rationnelle de mon esprit savait qu'il s'agissait d'avions de ligne suivant des itinéraires habituels, mais mon corps réagissait à chaque avion comme s'il pouvait planer silencieusement au-dessus de nous, dans l'attente. « Ça va ?» m'a demandé ma mère, remarquant mes regards vers le haut et mon inquiétude grandissante. « Tu sembles nerveux. Je m'habitue, c'est tout. » ai-je répondu en abandonnant notre chariot et en me dirigeant vers la sortie. On réessaiera peut-être un autre jour. Cet incident se répétait partout où j'allais. Les restaurants devenaient difficiles à fréquenter lorsque la salle était pleine. Les cinémas étaient impossibles à cause de l'espace sombre et confiné et de la foule. Même une promenade dans le centre-ville m'obligeait à vérifier constamment le ciel et à planifier des voies de retraite en cas de menace aérienne potentielle. Mes parents l'ont remarqué, mais ils m'ont dit que mon comportement était normal. Mon père connaissait beaucoup d'anciens combattants qui avaient du mal à s'adapter et qui souffraient des foules et des bruits d'air forts après leur mission de combat. Ils m'ont laissé de l'espace et du temps, espérant que la patience et le soutien de la famille m'aideraient à surmonter ce que je vivais. Les séances de thérapie obligatoires ont commencé 3 semaines après mon retour. L'hôpital des anciens combattants m'a orienté vers le docteur Monica Walsh, une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés au combat. Son cabinet était conçu pour inspirer un sentiment de confort et de sécurité, un éclairage tamisé et des meubles aux couleurs chaudes, disposés de manière à encourager une conversation ouverte. Le docteur Walsh avait probablement la quarantaine. Elle avait des yeux bruns chaleureux et une expression naturelle d'empathie qui rassurait la plupart de ses patients. Elle portait des vêtements professionnels confortables, aux couleurs sobres, et parlait avec une patience qui suggérait qu'elle avait aidé des centaines d'anciens combattants à surmonter des problèmes similaires. « Parlez-moi de votre service militaire », m'a-t-elle dit lors de notre première séance, en se calant dans son fauteuil, un bloc-notes sur les genoux. «
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans l'armée? Un espace sûr. Je pouvais discuter de ma décision de m'engager dans l'armée, de mon expérience de la formation de base et de mes premières affectations, sans révéler d'informations confidentielles. Le docteur Walsh m'écoutait attentivement, posant parfois des questions précises qui l'aidaient à comprendre mon passé et ma personnalité. Vos dossiers médicaux indiquent que vous avez été blessé lors d'un accident pendant des exercices au Groenland, a-t-elle déclaré en consultant ses notes. Cela a dû être traumatisant. C'était inattendu, ai-je répondu prudemment. Il y a eu une défaillance technique. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Le sentiment de culpabilité du survivant est fréquent après de tels incidents, dit le docteur Walsh. La perte de camarades d'armes, en particulier dans une situation non combattante, peut provoquer des réactions émotionnelles complexes. Elle me donnait l'occasion de discuter de la véritable source de mon traumatisme. Mais je ne pouvais pas en profiter. Les menaces de Richard me revenaient à l'esprit chaque fois que j'envisageais de dire la vérité. Les photos des vétérans morts, les coupures de journaux, la promesse de conséquences immédiates et irréversibles pour quiconque mettrait en danger la sécurité nationale. Parfois, il est utile de parler des détails spécifiques des événements traumatisants, a poursuivi le docteur Walsh. Je sais que c'est difficile, mais le fait de traiter ces souvenirs dans un environnement sûr peut réduire leur impact psychologique. Je me souviens de peu de choses, mentis-je. Tout s'est passé très vite, puis j'ai perdu connaissance, et je me suis réveillé à l'hôpital. Le docteur Walsh a pris des notes, mais n'a pas insisté. Elle avait suffisamment d'expérience pour comprendre quand les patients ne sont pas prêts à affronter directement leur traumatisme. Elle s'est plutôt concentrée sur les stratégies d'adaptation et les techniques de pratique de gestion de l'anxiété et de l'hypervigilance. Au cours des semaines suivantes, nos séances se sont déroulées selon le même scénario. Le docteur Walsh m'interrogeait avec douceur sur mon séjour au Groenland, et j'esquivais le sujet en donnant des réponses vagues sur mes trous de mémoire et ma confusion. Elle m'a recommandé des exercices de respiration pour les crises de panique et m'a proposé une thérapie d'exposition pour m'aider à me sentir plus à l'aise dans les lieux publics. Vos symptômes correspondent à un syndrome de stress post-traumatique, m'a-t-elle dit lors de notre 6e séance, mais leur gravité semble disproportionnée par rapport à ce que vous avez décrit de l'accident. Il était trop perspicace. Le traitement standard du SSPT n'aidait pas mes vrais problèmes, car elle ne savait pas ce qui les avait réellement causés. Voir Daniela et Kayla se laisser entraîner dans une réalité impossible n'était pas quelque chose qui pouvait être traité avec des méthodes thérapeutiques conventionnelles. Parfois, les souvenirs traumatisants remontent progressivement à la surface, a poursuivi le docteur Walsh. Des détails qui semblaient vous perdus peuvent réapparaître des semaines ou des mois plus tard, à mesure que l'esprit assimile ce qui s'est passé. Si cela se produit, je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité ici pour explorer ces souvenirs. J'ai acquiescé et accepté de continuer les exercices de respiration, sachant qu'aucune thérapie ne m'aiderait tant que je serais obligé de mentir sur tout ce qui comptait. Les cauchemars empiraient au lieu de s'améliorer. Presque chaque nuit, je revivais le moment où la lumière de l'entité avait illuminé notre formation. L'intensité dépassait tout ce que je pouvais décrire. Ce n'était pas seulement lumineux, mais aussi vivant et conscient. Dans mes rêves, j'entendais Daniel crier alors qu'il était entraîné vers le haut, sa voix se propageant sur des distances inimaginables jusqu'à se confondre avec le bourdonnement qui précédait la catastrophe. Les somnifères m'aidaient à m'endormir, mais ne pouvaient empêcher les rêves. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, vérifiant le plafond et les fenêtres pour m'assurer que rien ne pendait au-dessus de ma tête. Les somnifères prescrits me laissaient fatigué et épuisé le lendemain, créant un cycle d'épuisement qui compliquait tout le reste.
mes parents ont essayé de m'impliquer dans des activités familiales et des réunions sociales, dans l'espoir que des interactions normales m'aideraient à m'adapter. Les dîners du dimanche avec des parents éloignés sont devenus des exercices visant à maintenir une fausse normalité tout en gérant une anxiété constante. Mais des cousins me posaient des questions sur mon service militaire et je répétais une version lissée des événements jusqu'à ce qu'elles finissent par sembler apprises et vides de sens. Mon oncle Ray, qui avait servi dans la marine pendant la guerre du Golfe, m'a pris à part, un jour après le dîner, pour me donner des conseils sur la transition vers la vie civile. Il voulait bien faire, mais ses suggestions de trouver un but et de construire un nouvel emploi du temps me semblaient inappropriées dans ma situation. Comment pouvais-je expliquer que mon véritable problème n'était pas de m'adapter à la vie civile, mais de vivre avec des informations qui pourraient me coûter la vie si je les partageais avec quelqu'un? 6 mois d'une telle existence m'ont convaincu qu'une vie normale était impossible. Chaque jour exigeait une vigilance constante et des mensonges prudents aux personnes qui prenaient soin de moi. Le fardeau du secret était insupportable et l'isolement causé par l'impossibilité de partager mes véritables expériences avec qui que ce soit était pire que la douleur physique. La décision s'est imposée à moi lors d'une crise particulièrement grave dans un centre commercial. Un avion volant à basse altitude a déclenché une crise de panique si forte que les agents de sécurité ont dû m'emmener dans un endroit calme jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer normalement. Les visages inquiets des inconnus, les chuchotements au sujet d'un vétéran visiblement en mauvaise santé, la honte de ne pas pouvoir fonctionner dans des situations sociales normales, tout cela m'a conduit à la même conclusion. Je ne pouvais pas vivre parmi les gens en gardant un tel secret. Le fait de devoir constamment faire semblant détruisait le peu de raison qui me restait, et la peur de révéler accidentellement des informations confidentielles rendait chaque conversation dangereuse. La carte de visite de Richard restait dans mon portefeuille, me rappelant constamment que dire la vérité signifiait mourir. Ce soir-là, je cherchais une propriété isolée aux États-Unis, avec un trafic aérien minimal et une faible densité de population. Le Montana offrait de vastes territoires sauvages où l'on pouvait vivre en totale solitude, loin des compagnies aériennes commerciales et des voisins curieux. Ma pension d'invalidité, combinée à mes économies de l'armée, suffirait pour acheter une modeste maison et survivre indéfiniment sans travail. L'isolement serait total, mais l'isolement semblait plus sûr que l'alternative. Dans les montagnes, je n'aurais pas besoin de mentir aux thérapeutes ou aux membres de ma famille. Je n'aurais pas besoin d'inspecter les lieux publics à la recherche de menaces ou d'expliquer mon comportement étrange lorsque des avions passaient au-dessus de ma tête. Je pourrais vivre seul avec la vérité, plutôt que de me détruire lentement par un mensonge nécessaire. Le docteur Walsh a tenté de me dissuader de déménager lors de notre dernière séance. L'isolement géographique aggrave souvent les symptômes du SSPT, m'a-t-elle averti. Les relations humaines et le soutien social sont essentiels pour surmonter un traumatisme. Quitter votre famille et renoncer à une aide professionnelle pourrait nuire considérablement à votre guérison. Son inquiétude était sincère et son conseil était probablement judicieux dans des cas ordinaires. Mais ma situation n'était pas normale et les traitements traditionnels ne pouvaient pas résoudre les problèmes causés par des expériences secrètes dont je ne pouvais jamais parler. J'ai besoin d'un peu de temps seul pour mettre de l'ordre dans mes idées, lui ai-je dit. Peut-être que plus tard, je serai prêt pour une thérapie plus intensive, mais pour l'instant, j'ai juste besoin d'espace. Le docteur Walsh m'a donné sa carte de visite et m'a fait promettre de l'appeler si j'avais besoin d'aide. Elle soupçonnait que je ne lui disais pas tout, mais son éthique professionnelle l'empêchait de trop insister. Je l'ai remercié pour sa patience et j'ai quitté l'hôpital des anciens combattants pour la dernière fois.
La maison que j'avais achetée se trouvait à une 60aine de kilomètres de la ville la plus proche et n'était accessible que par un chemin de terre impraticable pendant les mois d'hiver. Pas de voisins à moins de 8 kilomètres pieds à la ronde. Pas de lignes aériennes commerciales au-dessus de ma tête et pas de couverture cellulaire. L'isolement parfait de tout ce qui me rappelait cette nuit au Groenland et de tous ceux qui auraient pu me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Le jour du déménagement ressemblait à l'enterrement de l'homme que j'étais avant mon service dans l'Arctique. Mes parents m'ont aidé à charger mes quelques affaires dans un camion de location, leurs visages reflétant leur inquiétude et leur perplexité face à ma décision. Ils espéraient que le temps et le soutien de la famille m'aideraient à guérir, et mon choix de m'isoler complètement semblait rejeter leurs efforts. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé ma mère, alors que nous fixions la dernière boîte. « Tu n'as pas à affronter cela tout seul. » Mais j'avais besoin d'affronter cela tout seul. Vivre avec les gens signifiait mentir constamment et jouer à la normalité, ce qui me tuait à petit feu. Dans les montagnes, je pouvais être honnête dans ma peur et ma méfiance, sans avoir à m'expliquer ni à me justifier auprès de qui que ce soit. Le trajet jusqu'au Montana a duré 2 jours, serpentant à travers des cols de plus en plus reculés. Chaque kilomètre qui me séparait de la civilisation était comme un poids en moins sur mes épaules. Pas de foule, pas de bruit d'avion, pas de parents inquiets me posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre honnêtement. Pour la première fois depuis plusieurs mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à plein poumon. L'isolement dont m'avait prévenu le docteur Walsh me semblait être un salut plutôt qu'un exil. J'étais enfin libre de vivre avec la vérité, même si cette vérité ne pouvait jamais être partagée avec quelqu'un d'autre. J'ai retiré la dernière vis du boîtier du détecteur de mouvement et j'ai connecté le dernier fil à mon système d'alarme artisanal. 15 années d'inquiétude m'avaient appris à faire davantage confiance à mon propre travail qu'à tout ce que l'on pouvait acheter dans le commerce. Les équipements de sécurité commerciaux pouvaient être piratés ou désactivés par des personnes disposant des outils et des autorisations nécessaires. Mon système était différent. Un réseau de pièces détachées et de capteurs provenant d'entrepôts militaires que j'avais soudés moi-même, créant ainsi quelque chose de si unique qu'aucun manuel gouvernemental n'aurait pu expliquer comment le contourner. La cabane avait beaucoup changé depuis ce premier hiver de 2009. Ce qui avait commencé comme un simple refuge s'était transformé en une forteresse conçue pour détecter toute approche terrestre ou aérienne. Des détecteurs de mouvement couvraient chaque sentier dans un rayon d'un demi-mile. Des capteurs de vibration enfouis le long de l'allée d'accès enregistraient les véhicules bien avant qu'ils n'apparaissent dans le champ de vision. Des caméras dissimulées dans des boîtiers résistants aux intempéries surveillaient le périmètre et transmettaient les images aux écrans que j'avais installés dans toute la maison. Mais surtout, le système de détection des aéronefs que j'avais construit sur le toit surveillait tout ce qui passait au-dessus de nos têtes. Des microphones paraboliques connectés à des analyseurs de fréquences pouvaient déterminer les types de moteurs et les schémas de vol à plusieurs kilomètres à la ronde. Un scanner radio modifié suivait les communications des contrôleurs aériens, tandis qu'un système d'antennes directionnelles triangulait la position exacte de tout ce qui volait dans un rayon de 50 miles. Chaque contact était consigné dans mes journaux. 15 années de notes minutieuses ont rempli des dizaines de carnets, chaque entrée documentant la date, l'heure, le type d'avion, la trajectoire de vol, l'altitude et la durée de l'observation. Des avions commerciaux suivant des itinéraires fixes entre les grandes villes. Des vols d'entraînement militaire depuis la base aérienne de Malmström. Des hélicoptères médicaux répondant à des appels. Des avions agricoles travaillant dans les ranchs pendant la saison. Et d'autres.
ceux qui ne suivaient les pas des itinéraires de prévisibles et ne répondaient même pas aux appels radio, ceux qui tournaient au-dessus de ma propriété avant de poursuivre leur vol sur des trajectoires absurdes, ceux qui apparaissaient dos sur mes capteurs sans émettre le moindre bruit de moteur. Ces enregistrements étaient marqués à l'encre rouge et conservés dans un carnet séparé. 47 contacts inexpliqués en 15 ans. Pas assez pour établir une régularité, mais trop pour être considéré comme une coïncidence. Quelqu'un me surveillait et ils utilisaient une technologie qui, selon les connaissances générales, n'était pas censée exister. Les voitures du gouvernement étaient le plus facile de la repérer, 2 fois par an, généralement au printemps et à l'automne. Une berline banalisée se garait sur la route principale, là où l'allée menait à ma propriété. Des voitures différentes, des plaques d'immatriculation différentes, mais toujours le même comportement. Elles le restaient là pendant des heures. Les personnes à l'intérieur utilisaient des jumelles et des appareils photo pour observer tous ceux qui s'engageaient dans mon allée. J'ai appris à m'approcher prudemment de ma propre allée en empruntant des chemins détournés qui me maintenaient hors de leur champ de vision jusqu'à ce que je puisse m'assurer qu'ils n'étaient pas là. Les jours où les observateurs étaient sur place, je passais la nuit dans la forêt jusqu'à ce qu'ils partent, afin de ne pas risquer de les conduire directement à ma maison. Le vieillissement s'est accéléré lorsque j'ai atteint la quarantaine. Le stress et l'isolement ont creusé des rides plus profondes que celles causées par le soleil et les intempéries. Mes cheveux étaient complètement gris à mon 45e anniversaire, et mes mains se mettaient à trembler, surtout quand des avions passaient au-dessus de ma tête. Le miroir reflétait un homme qui semblait plus vieux que son père au même âge. Mais les cauchemars sont devenus gérables grâce à un horaire strict et à l'évitement total des déclencheurs. Pas de journaux télévisés, pas de programmes radio, pas d'accès à Internet qui aurait pu me faire découvrir par hasard des informations sur les incidents dans l'Arctique ou les dissimulations du gouvernement. Le monde extérieur n'existait que sous la forme d'annotations dans mes journaux d'observation et de rares voyages en ville pour acheter des articles que je ne pouvais pas fabriquer moi-même. L'autosuffisance est devenue à la fois une stratégie de survie et une obsession. J'ai appris à réparer l'électronique à l'aide de manuels commandés par correspondance, et j'ai fini par acquérir suffisamment d'expérience pour assembler mon propre équipement à partir de pièces de rechange. Puis vint l'entretien des moteurs, des générateurs, des pompes à eau, le vieux camion que j'utilisais pour aller chercher des provisions, puis les bases de la médecine, la conservation des aliments, les techniques de construction pour renforcer la défense de la cabane. Les livres étaient mon seul lien réel avec le monde extérieur, mais je les choisissais avec soin. Des manuels techniques, des rapports historiques sur le secret gouvernemental, les mémoires d'informateurs ayant révélé des programmes secrets. J'évitais complètement la fiction. Les histoires inventées me semblaient être des mensonges, après avoir vécu avec une vérité aussi destructrice. C'est la recherche sur les ovnis qui a tout changé. Pendant des années, j'ai résisté à l'envie de lire des ouvrages sur les objets volants non identifiés, craignant que les informations sur d'autres incidents ne rendent mes propres souvenirs plus vifs et plus difficiles à refouler. Mais en 2018, l'isolement a affaibli ma résistance à tel point que j'avais besoin de savoir si quelqu'un d'autre avait vécu la même chose. Les similitudes étaient rondes, troublantes et indéniables. Des militaires décrivant des objets massifs masquant les étoiles. Des témoins rapportant un bourdonnement grave qui faisait vibrer leurs os. Des soldats blessés ou disparus lors d'affrontements avec une technologie défiant les lois de la physique. Des survivants réduits au silence par des fonctionnaires gouvernementaux en costumes coûteux.
Mon expérience au Groenland n'était pas unique. Elle s'inscrivait dans une tendance qui remontait à plusieurs décennies, voire plus. L'entité qui planait au-dessus de notre base n'était qu'une parmi tant d'autres, et la dissimulation dont j'avais fait partie dépassait largement le cadre d'un simple incident survenu dans une base arctique isolée. Chaque livre révélait de nouveaux éléments d'un tableau plus vaste. L'incident des Lumières de Phénix en 1997, la vague belge d'OVNI de 1989 à 1990, l'incident de la forêt de Rendlesham en 1980. Des dizaines de témoins militaires ont pris la parole, malgré les menaces et les moqueries, partageant des détails qui correspondaient avec une précision effrayante à mes propres souvenirs. Certains ont payé le prix fort pour avoir parlé. Carrières détruites, menaces contre leur famille, morts mystérieuses qui correspondaient aux coupures de journaux que Richard m'avait montrées 15 ans auparavant. Mais d'autres ont survécu en trouvant la force dans l'union. Au fur et à mesure que de plus en plus de témoins sortaient donc de décennies de silence forcé, j'ai commencé à comprendre que mon isolement n'était pas simplement un exil volontaire. C'était de la complicité. Chaque année où je gardais le silence était une année supplémentaire où la vérité restait enfouie. Chaque jour où je choisissais ma sécurité personnelle plutôt que la connaissance publique était un jour supplémentaire, où la dissimulation réussissait à maintenir l'humanité dans l'ignorance de la réalité. J'avais construit cette forteresse pour me protéger des conséquences d'une révélation. Mais ce faisant, je m'étais intégré à la machine qui étouffait les preuves de la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. La carte de visite de Richard est restée dans mon portefeuille, ses bords usés par des années de manipulation nerveuse. Le numéro n'a jamais été composé, mais sa présence était un rappel constant du choix que j'avais fait. La sécurité par le silence, la survie par la complicité, la vie préservée au prix de la vérité. 15 années d'isolement minutieux m'ont sauvé la vie, mais m'ont transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Le jeune soldat qui avait été témoin d'une technologie impossible était devenu un ermite vieillissant qui documentait les aéronefs comme un moine recopiant des textes sacrés, enregistrant des preuves qu'il ne partagerait jamais, tout en contribuant à maintenir le secret qui le détruisait lentement. L'observation se poursuivait, mais mes observateurs étaient les patients. Ils savaient que je n'irais nulle part, que je ne parlerais à personne, que je ne menacerais pas leur récit soigneusement entretenu de pannes d'équipement et d'accidents lors des exercices. Je suis devenu exactement ce qu'ils voulaient que je sois. Un témoin neutralisé, vivant dans la peur et la solitude. Mais les livres ont semé le doute quant à la possibilité de continuer à garder le silence. D'autres témoins se sont manifestés, malgré les risques. Des tendances se dessinaient, suggérant que la vérité pouvait être plus forte que les forces qui tentaient de la réprimer. Le monde changeait, et ma forteresse montagneuse commençait à ressembler moins à une protection qu'à une prison que je m'étais construite. Un article de journal a tout changé. J'avais évité les actualités pendant 15 ans, mais un voyage en ville pour faire des provisions en mars m'a confronté à un titre de journal à la caisse d'une station-service. Le Pentagone le confirme. Les affrontements militaires, avec des phénomènes aériens non identifiés, font l'objet d'une enquête. J'ai acheté ce journal et 3 autres, et je suis rentré à la maison, les mains tremblantes sur le volant. Les articles décrivaient des incidents s'étalant sur plusieurs décennies. Des pilotes militaires ont signalé des objets se déplaçant d'une manière qui enfreignait les lois de la physique. Des opérateurs radars ont suivi des appareils qui apparaissaient et disparaissaient sans explication. Et surtout, du personnel au sol a vu des structures massives planer silencieusement au-dessus d'installations sécurisées. Les détails étaient trop évidents pour être ignorés. Un bourdonnement grave qui faisait vibrer les os.
des objets suffisamment grands pour masquer les étoiles. Une technologie qui semblait avoir des décennies d'avance sur tout ce qui était connu, et des survivants que des fonctionnaires anonymes avaient réduits au silence. Je n'étais pas seul. L'isolement dans lequel je m'étais enfermé comme dans une armure était fondé sur un mensonge. D'autres témoins existaient, et certains ont fini par parler, prenant les risques que Richard et ses collègues avaient utilisés pour nous contrôler pendant des décennies. La décision n'a pas été prise immédiatement. 3 mois de recherche à travers des requêtes Internet, soigneusement sélectionnées à la bibliothèque municipale, m'ont révélé une tendance qui a bouleversé ma perception de la façon dont la vérité était bien cachée. Les responsables du Pentagone ont reconnu la réalité des phénomènes aériens non identifiés. D'anciens militaires ont témoigné devant le Congrès au sujet d'incidents qu'ils avaient gardés secrets pendant des années. Les médias ont traité ce sujet avec sérieux, sans le rejeter comme une théorie du complot. Le monde changeait, et les murs du secret qui me retenaient, prisonnier dans cette prison montagneuse, commençaient à se fissurer. Les menaces de Richard avaient peut-être encore du poids, mais elles n'étaient plus absolues. D'autres survivants prouvaient qu'il était possible de parler, même si c'était dangereux. En juin, j'ai pris une décision qui m'avait semblé impossible pendant 15 ans. Le poids du silence était devenu trop lourd, m'oppressant la poitrine chaque matin lorsque je me réveillais pour vérifier mes moniteurs de sécurité et les journaux de bord des avions. Chaque jour de secret supplémentaire me semblait être une trahison envers Daniel et Kyle, les autres soldats qui avaient mis des péris cette nuit-là, et envers le monde qui méritait de savoir ce qu'on lui cachait. J'ai commencé à écrire en juillet, assis à la table de cuisine, où je mangeais seul depuis plus de 10 ans. Chaque détail dont je me souvenais de cette nuit au Groenland était couché sur le papier d'une écriture soignée, page après page de témoignages qui semblaient à la fois dangereux et nécessaires. L'alarme a sonné à 3h17 du matin. La décision du capitaine Mitchell de nous aligner dans un froid mortel. La taille impossible de l'entité qui cachait les étoiles. La crise de Daniel et les coups d'artefeu qui ont tout changé. La lumière qui a suivi et la façon dont mes camarades soldats ont été entraînés dans l'obscurité en hurlant. Le processus d'écriture a pris des mois. Chaque séance me ramenait des souvenirs que j'avais essayé d'oublier pendant des années, mais m'apportait aussi un soulagement inattendu. Mettre la vérité sur papier la rendait réelle d'une manière que ma connaissance personnelle n'avait jamais pu faire. Ce n'était plus seulement des souvenirs traumatisants, c'était des preuves, des témoignages, un enregistrement qui pourrait survivre, même si moi, je ne survivais pas. J'ai documenté tout le reste, la visite de Richard à l'hôpital, les photos des témoins décédés, les menaces qui ont façonné 15 ans de ma vie, la surveillance que j'ai découverte autour de ma propriété, les notes marquées en rouge dans mes journaux de bord, qui consignaient des contacts inexplicables depuis des années. Tout cela a été intégré dans un rapport exhaustif qui brossait un tableau bien plus vaste qu'un simple incident survenu dans une base arctique isolée. La logistique de la diffusion exigeait une planification minutieuse. Plusieurs canaux signifiaient plusieurs possibilités pour que la vérité parvienne au public, même si certaines copies étaient interceptées ou censurées. J'ai identifié des journalistes qui couvraient de ce type d'histoire, des chercheurs spécialisés dans le secret gouvernemental et des membres de ma famille en qui j'avais confiance pour suivre mes instructions. En octobre, 27 copies complètes étaient prêtes. Chaque paquet contenait mon témoignage écrit complet, des copies, des documents pertinents de mon service militaire, des photos de l'équipement d'observation que j'avais construit et des journaux détaillés des activités inexpliquées des aéronefs au-dessus de ma propriété. J'ai inclus des instructions spécifiques stipulant que tout devait être publié simultanément
si je disparaissais ou mourais dans des circonstances suspectes. L'envoi a pris plusieurs semaines, utilisant différents bureaux de poste dans 3 comtés, afin de ne pas créer de schéma qui pourrait être détecté. Certains paquets ont été envoyés à des journalistes d'investigation, travaillant pour de grands journaux. D'autres ont été envoyés à des réalisateurs de documentaires qui étudiaient les dissimulations du gouvernement. Les membres du Congrès, qui s'étaient intéressés à la divulgation de ces informations, en ont reçu des copies, tout comme les chercheurs universitaires qui étudiaient les phénomènes aériens. Mes parents ont reçu un dossier accompagné d'une lettre expliquant pourquoi j'avais choisi l'isolement et pourquoi j'avais maintenant décidé de parler. La culpabilité d'avoir menti pendant 15 ans était presque aussi lourde que le secret lui-même. Ils méritaient de comprendre ce qui était réellement arrivé à leur fils, même si la vérité les exposait à un risque. Puis vint le moment de m'armer. Ma formation militaire ne comprenait pas de combats intenses, mais 15 ans passés dans les montagnes m'avaient appris à manier suffisamment les armes à feu pour me préparer à toute éventualité. À la carabine que j'utilisais pour chasser s'ajoutait un fusil de chasse et un pistolet, ainsi que suffisamment de munitions pour tenir tête à un petit détachement pendant plusieurs heures. Je ne me faisais aucune illusion quant à mes chances de survie en cas d'attaque gouvernementale déterminée, mais je n'avais pas l'intention de leur faciliter la tâche. Les réserves de nourriture étaient déjà importantes. Des années de préparation paranoïaque m'avaient préparé à survivre pendant plusieurs mois sans contact avec le monde extérieur. L'eau provenait d'un puits que j'avais creusé moi-même, avec des systèmes de purification de secours au cas où la source principale serait compromise. Le générateur avait suffisamment de carburant pour alimenter les systèmes essentiels pendant plusieurs semaines, et les panneaux solaires que j'avais installés pouvaient assurer l'alimentation électrique de base pendant une durée indéterminée. Plus important encore, j'avais prévu plusieurs moyens de communication avec le monde extérieur au cas où la maison serait assiégée. Une station de radio, amateur cachée dans la forêt, pouvait contacter des opérateurs à des centaines de kilomètres. Des balises de détresse étaient cachées dans des endroits qui auraient pris des jours à localiser et à neutraliser. Des interrupteurs mortels étaient réglés pour transmettre automatiquement mes relevés, si je ne parvenais pas à les réinitialiser à intervalles réguliers. Ces préparatifs semblaient à la fois nécessaires et absurdes. J'étais un homme de 52 ans qui se préparait à faire la guerre au gouvernement le plus puissant de l'histoire, armé de fusils de chasse et d'appareils électroniques artisanaux. Mais l'alternative était de continuer à vivre comme prisonnier de Richard, contribuant à maintenir le secret qui maintenait l'humanité dans l'ignorance de sa véritable place dans l'univers. Le mois de novembre apporta les premiers signes que ma décision avait des conséquences. La surveillance autour de ma propriété s'intensifia considérablement. Des avions qui n'apparaissaient sur aucun système de suivi de vol survolaient sous ma propriété de plus en plus fréquemment. Les détecteurs de mouvement le long de mon allée se sont déclenchés à plusieurs reprises. Pourtant, mes caméras n'ont jamais enregistré ce qui bougeait là-bas. Ils savaient, que ce soit grâce à des communications interceptées, à du courrier ouvert ou à une simple déduction basée sur les changements dans mon comportement, les hommes de Richard avaient découvert que quelque chose avait changé. La trêve de 15 ans touchait à sa fin et les deux camps se préparaient à la suite. J'ai passé Thanksgiving seul, comme chaque année depuis que j'ai déménagé dans le Montana. Mais cette fois-ci, tout était différent. Au lieu d'être un jour de plus d'exil volontaire, il marquait le compte à rebours vers un choix qui déterminerait le reste de ma vie, quelle que soit sa durée. Les colis avaient tous été envoyés, les témoignages rédigés, les préparatifs étaient terminés. La carte de visite de Richard était posée sur la table de la cuisine, là où je l'avais mise 3 jours auparavant. Ses bords usés
captant la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. 15 ans de menaces et de surveillance. 15 ans à choisir la survie plutôt que la vérité. 15 ans de complicité dans la plus grande dissimulation de l'histoire de l'humanité. Le fardeau avait disparu. Pas la peur, elle restait vive et immédiate, me serrant la poitrine chaque fois que des avions passaient au-dessus de ma tête. Mais la pression écrasante de garder ce secret pour moi, seule avait disparu, au moment où j'avais couché ces souvenirs sur le papier et les avais envoyés dans le monde. Quoi qu'il arrive maintenant, la vérité survivrait. Mes mains étaient lignées fermes lorsque j'ai pris le téléphone et composé le numéro que j'avais mémorisé il y a de nombreuses années, mais que je n'avais jamais appelé. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde, calme et posée à cette heure matinale. « Robert », dit Richard, comme s'il attendait cet appel depuis 15 ans. « Je pense qu'il est temps que nous parlions. »